Bonjour Nicolas. Bonjour Bertrand. Nicolas Millier, donc Head of Cyber, je préfère en anglais, ça fait beaucoup plus sérieux chez Sigma précisément. Oui. On va parler donc de Zero Trust dans un projet de sécurité, dans un SOC aussi. C'est vraiment, on va mettre l'accent là-dessus. Donc un SOC managé dans le cadre donc de différents projets de sécurité. D'abord un mot sur Sigma pour qu'on connaisse bien l'entreprise. Oui, alors effectivement, Sigma c'est un groupe français qui a une 50aine d'années. On a plusieurs activités, 5 métiers, mais celui qui m'anime au quotidien, c'est celui de la cybersécurité. On est un spécialiste des services managés, puisqu'on a nos propres data centers, l'hébergement, l'infogérance. Et c'est dans cette continuité des services managés et de la transformation de nos clients, la transformation digitale de nos clients, qu'on a effectivement ouvert ce service de SOC managé depuis maintenant 5 ans. Donc c'est une 40aine de collaborateurs qui travaillent au quotidien sur les enjeux de cybersécurité, de l'accompagnement, des services managés, de la supervision 24/7 et de la détection-réponse à incidents. Et puis c'est aussi des cibles bien particulières puisqu'on va accompagner les PME et les entreprises de taille intermédiaire, également les collectivités territoriales, justement à travailler leur résilience, travailler de la sécurité proactive. Et on va le voir, le Zero Trust est un enjeu. Autre point qui nous différencie, et on le voit, c'est de plus en plus important, on est une entreprise à mission. La responsabilité sociétale des entreprises était un enjeu dans notre ADN depuis une 20aine d'années. À la demande de Philippe Oléron, avec le sponsoring de la direction, on est devenu entreprise à mission en 2023. Et donc on croit à un numérique différent, à un numérique à impact. Et quand on parle de numérique à impact, la cybersécurité, avec tout ce que ça couvre, est un enjeu majeur. Bon, entreprise française, entreprise à mission. Oui. Et puis producteur de jolis slides aussi. C'est ça. C'est pas mal, ça démarre bien. Qu'est-ce que veut dire Zero Trust de façon assez générale dans votre environnement à vous? Alors, d'un point de vue méthodologique, on l'a vu, d'autres interlocuteurs l'ont dit, c'est un principe, c'est un framework. Et en fait, il a plein d'intérêts quand on en parle à nos clients. Il a un intérêt, c'est qu'il va déjà d'abord réconcilier les aspects métiers, la direction générale et les aspects techniques. C'est un élément de vulgarisation quant à un niveau de sécurité à atteindre, des moyens à mettre en œuvre pour justement impacter la gouvernance, impacter les directions métiers, impacter les directions techniques. Donc c'est un principe qui est hyper intéressant justement à travailler au quotidien et notamment pour des entreprises qui ont une faible maturité ou qui ont peut-être passer les premiers guets, mais qui doivent s'inscrire dans une stratégie à 2-3 ans. Dans le cadre de la conformité, on y reviendra avec NIS 2, il nous fallait aussi un cadre à respecter, à suivre pour construire ces trajectoires-là. On le sait, la cybersécurité, c'est pas qu'un projet, on va dire, à court terme, c'est pas un projet de 3 mois, ça va plutôt être des plans longs avec des efforts continus. Et donc le fait d'avoir aussi des indicateurs mesurables qui permettent de conduire cette stratégie, partagée à tous, c'est un point central. Ça a été également dit, il y a plusieurs statistiques qui le montrent. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de savoir si je vais me faire attaquer, c'est plutôt quand et quels vont être les moyens dont je vais pouvoir bénéficier pour la résilience. Donc nous, tant en termes de conseils, d'accompagnement qu'en service managé, le Zero Trust, il est partout. C'est un guide. Tout à l'heure, on parlait de l'étoile du Nord, l'étoile du berger. C'est ça. C'est la cible à atteindre. Et même le terme, on n'en a pas trop parlé, mais on utilise beaucoup d'anglicisme Zero Trust. La base de la confiance, de la conformité, de la sécurité, c'est aussi ce maître mot. Zero Trust, ça impacte son entreprise et ça impacte aussi l'intégralité de ses parties prenantes. Ses fournisseurs, ses prestataires de services et l'ensemble des collaborateurs. Et on le voit dans un contexte de cybermenace assez exacerbé, que la menace, elle vient de partout. La menace, elle peut venir autant des fournisseurs que des prestataires et sous-traitants. Et donc, Zero Trust, ça veut dire périmètre 360 degrés du client et de son écosystème. On l'a déjà un petit peu évoqué dans le courant de cette matinée, mais en fait, c'est un mélange de technique et une philosophie, d'une certaine façon. En fait. C'est ça. Ouais. En fait, l'intérêt aussi, c'est qu'il change le paradigme. On a longtemps considéré deux choses. Déjà, qu'on avait des SI invulnérables et on se croyait protégé parce qu'on avait mis de la sécurité périmétrique. Et puis, c'est une image que j'adore utiliser. Les années 2000 et 2010, on a construit son système d'information comme un château fort, où l'idée c'était de construire par de la sécurité périmétrique avec le réseau, les firewalls, etc., des remparts les plus hauts possibles. Et on s'est rendu compte qu'avec la professionnalisation des cyberattaquants, ils se font passer pour le villageois, le phishing,
récupération des comptes valides, et on pénètre dans le château fort, et finalement, on a beau avoir les plus grands remparts du monde, il finit par s'écrouler et par être pris. Donc déjà, ces deux philosophies-là font qu'on est obligé d'intervenir sur les aspects identitaires, sur la sensibilisation, sur la conformité, puisque la faille, elle peut provenir de partout. Et donc, c'est ce paradigme. Déjà, changer le paradigme, c'est être conscient qu'on peut être compromis, et que la fenêtre, elle peut être effectivement à tous les niveaux. L'autre point, il est effectivement technique. Donc, si on prend le schéma là, on voit bien que l'idée du château fort, si on le reprend, c'est que dans le château fort, il y a des appartements, il y a la chambre du roi, il y a la salle des bijoux. Et donc, ça nous sert aussi très facilement, quand on adresse des entreprises, de poser la question qui est centrale. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise ou l'organisation existe sur son marché? Quel est le service critique qu'elle doit rendre? Je suis un centre hospitalier, c'est les urgences, c'est le bloc opératoire, c'est la ligne de vie. Je suis une mutuelle, c'est le service rendu à mes clients mutualistes, c'est la protection de leurs données de santé ou leurs données confidentielles. Donc les bijoux de la couronne, c'est un élément majeur. Et en fait, ça permet de poser la question qui est l'analyse de risque, qui est une analyse qui est très peu réalisée en entreprise et dans les organisations, et donc ça permet de faire ça. Et puis je le disais aussi tout à l'heure, la réconciliation entre le métier et la technique, c'est derrière de considérer que son château fort, il est fait de petits appartements, et que même si un appartement est forcé, la data, une application métier, il n'y a pas de porosité, où on maîtrise la porosité avec ça. Notre métier en tant que SOC, c'est d'aller protéger petit à petit, durablement, ces différents appartements, d'assurer qu'il y a une caméra en 24/7 qui supervise ça, et de durcir, changer les verrous, maximiser ce qu'on appelle le hardening, le durcissement. Et donc, même si on parle de Zero Trust, c'est une approche continue. C'est hyper simple à expliquer, à mobiliser, et c'est compréhensible de tous. Et ça, c'est un élément majeur. Quand vous avez un nouveau client, vous êtes obligé de regarder à peu près son niveau de maturité. Est-ce que vous avez une espèce de technique un peu générale qui vous permet d'évaluer l'approche Zero Trust de chaque client? Est-ce que ça marche de façon collective, ou est-ce qu'il faut faire du sur-mesure d'une certaine façon? Alors, effectivement, un audit de maturité, c'est la base. Je posais la question de dire, est-ce qu'il y a une analyse de risque qui est faite? Est-ce que déjà, il y a les bons interlocuteurs qui sont posés? Est-ce qu'il y a un RSSI? Est-ce qu'il y a un DPO, puisque le Zero Trust, ça impacte aussi la conformité au RGPD, et notamment sur les données sensibles. Donc, effectivement, on a quand même un tronc commun des bases qui est l'évaluation de la gouvernance de la sécurité dans les entreprises. Donc, c'est à quel point la direction générale est mobilisée, dispose d'un sponsor, est structurée, et quels sont les moyens court terme, moyen terme, long terme que l'on va pouvoir mettre en œuvre. Ça, c'est le tronc commun. Par contre, l'approche Zero Trust va nous permettre justement d'aller évaluer sur à peu près 80 critères chacune des bulles de la sécurité physique, la sécurité périmétrique, la sécurité informatique, la gestion des utilisateurs. Donc, c'est assez pertinent. Et ce qui est intéressant, et là, c'est ce qui est en train de se mettre en œuvre avec l'actualité NIS 2, c'est que finalement, même si ce n'est pas écrit dans les directives comme DORA ou NIS 2, d'appliquer le Zero Trust, on voit bien qu'il y a un parallèle évident entre les exigences qui sont demandées pour les OIV, les entités essentielles et importantes, et la mise en place de NIS 2. Donc, pour une société qui doit aller vers de la conformité, il y a 80 critères ou 60 critères à atteindre très rapidement. C'est très facile à comprendre, et ça donne une feuille de route. Pour d'autres, on est obligé de partir plus loin, et donc c'est effectivement utiliser soit des exercices de crise, soit du phishing pour aller sensibiliser sur les failles des entreprises, aller investiguer plus la vulnérabilité, l'obsolescence de son système d'information, parce qu'une des principales failles du Zero Trust, alors il y en a deux, c'est le comportement utilisateur lié au phishing, et bien entendu l'obsolescence de certaines briques techniques qui ouvrent des portes d'entrée évidentes à des attaquants. Et nous, notre métier, c'est justement d'aller boucher les trous et de remédier à ces vulnérabilités, à ces incidents de sécurité. Nicolas, je crois que vous êtes très branché sur des solutions Microsoft en fait, chez Sigma. Donc vous utilisez le Secure Score de Microsoft pour vérifier un petit peu l'état des lieux, quoi. Ouais, c'est ça. Alors effectivement, on n'est pas que intégrateur Microsoft. J'avais effectivement préparé un support. On a la chance d'intégrer des solutions très intégrées, des plateformes intégrées comme celle de Microsoft, dans une logique best of suite. C'est-à-dire que des personnes qui ont déjà mis leur
messagerie, la gestion des utilisateurs, l'AD, etc. dans Microsoft, ont déjà une certaine base. Et là où les éditeurs comme Microsoft ont compris et ont bien facilité notre travail, mais celui même des clients, c'est de mettre effectivement un indicateur clé qui est le SecuScore, qui va être capable de mettre et de pondérer sur chacun des piliers du Zero Trust qu'on a vu, la data, les identités, une métrique. Cette métrique, elle est intéressante aussi, c'est qu'elle se dégrade avec le temps. Microsoft requalifiant ses critères, et effectivement, si on ne fait rien, son système d'information est de moins... C'est normal parce qu'en face, ça s'améliore. Ça s'améliore, donc effectivement, et du coup, ça nous donne très facilement les éléments clés à accompagner. Et comme on a besoin de quelque chose de simple, clair, partageable, le SecuScore parle. Et donc aujourd'hui, nous, dans notre comitologie, dans les rapports et les synthèses qu'on fait mensuellement ou de façon hebdomadaire, quelque chose qui est très intelligible par les sponsors de la direction générale, c'est une métrique. Et la métrique, c'est le SecuScore. Il donne une note sur 100. Il permet d'avoir une évolution et il permet de se comparer à ses pairs en termes de taille d'entreprise et à ses pairs en termes de secteur d'activité. Et quand vous êtes une assurance, une mutuelle ou même un acteur industriel et que vous vous rendez compte que tous vos concurrents sont 10 points au-dessus ou 15 points au-dessus, ça questionne. Et là, on parle d'un SecuScore qui n'est pas visible de tous. Par contre, si demain, il y a d'autres scores qui existent, nous, on utilise par exemple Security Scorecard pour la partie Attack Surface Management, c'est des données et des indicateurs qui sont publics. Donc, votre réputation, votre niveau de sécurité peut venir directement impacter votre réputation, votre business. Notre job, c'est de faire monter, alors souvent, on prend des entreprises à 35, 40 points, on monte à 50, 60, 75, 80 points. Souvent, on a une courbe entre 12 et 18 mois. On transforme complètement la sécurité. On parle de Microsoft, parce qu'il y a 80% des entreprises et même des PME qui sont dessus. On a la chance aussi de travailler avec des pure players comme CrowdStrike, qui a la même philosophie, qui mettent des SecuScore, qui va mettre des chemins d'attaque, de la sécurité proactive, c'est-à-dire qu'en fonction de votre niveau de sécurité actuel, il va étudier par l'obsolescence, par le niveau de maturité que vous avez pu mettre, tous les chemins d'attaque potentiels. Et ça, parfois, quand on va aller attaquer un DSI, un RSSI, ou même un admin système, de voir des chemins d'attaque potentiels, c'est criant de vérité et on est face à un constat et une obligation de réagir. Comment est-ce que vous faites, vous, pour que les entreprises, vos clients, en fait, arrivent à détecter, à contrôler, en fait, leur niveau de protection façon Zero Trust, en fait Alors, effectivement, il y a d'où on part, il y a ce qu'on va mettre en œuvre petit à petit, et puis il y a comment on va le mesurer. Alors déjà, quand on met des politiques et des stratégies de sécurité en œuvre autour du SecuScore ou maintenant beaucoup plus largement, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur la partie data, c'est un des éléments avec le data loss prevention qui devient critique. On voit bien déjà qu'on va traiter la normalité ou les comportements qui se retrouvent immédiatement stoppés. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que SOC, on va voir autant d'événements et d'incidents d'alerte actives que des choses qui ont pu être stoppées. Et ça veut dire qu'en fait, on va se servir de ces éléments qui sont stoppés et remédiés automatiquement pour aller faire de la conduite du changement, du rappel à la charte informatique, du durcissement au niveau des achats s'il y a des fournisseurs ou des prestataires qui ne respectent pas les conventions de sécurité. Quand par exemple vous avez des données confidentielles qui peuvent être à un moment ou à un autre exfiltrées de l'entreprise sans être cryptées, par exemple un document confidentiel, il nous arrive de voir des PME qui transmettent leur comptabilité à des commissaires aux comptes sans utiliser de room sécurisé ou crypté. Voilà, ça c'est des comportements qu'on voit passer et nous en tant que SOC, c'est autant alerter que prévenir. Donc c'est des éléments, donc on va autant regarder ce qui se passe et ce qu'on doit bloquer que ce qui a été bloqué pour aller justement durcir ces éléments-là. Et donc dans cette partie-là, on peut parler de la sensibilisation, on peut parler des tests de phishing et bien entendu sans mesure, on ne sait pas si on progresse, donc c'est pentest sur des applications métiers, sur de l'infrastructure et patch derrière pour aller s'améliorer. Donc aujourd'hui, on a deux stratégies, soit les clients nous font confiance intégralement, on met en place des moyens de détection, de réponse à travers des solutions et des services, et ils nous font confiance sur le test, soit effectivement on a des clauses d'audit. On leur donne les moyens de nous tester à tout moment, sans nous prévenir, et ça leur donne confiance. La cybersécurité, trust, la confiance, elle est tant dans la partie technique que dans la collaboration entre le client et son prestataire de SOC.
Effectivement, nous, avec des niveaux de satisfaction, on s'évalue et on a des niveaux de satisfaction supérieurs à 90%. Ce qui est demandé par les clients, c'est cette transparence, cette confiance et aussi ce que nous autorisent certaines plateformes, la cogestion. Aujourd'hui, on est sur des plateformes cloud qui nous permettent de donner le même accès à nos analystes qu'aux admins du client. Et donc, quand on traite un incident, on est ensemble, on collabore ensemble, on traite ensemble et il n'y a rien à cacher, on n'est pas dans une boîte noire. Et ça, c'était aussi important pour nous d'être en transparence, justement, dans l'évolution de la maturité de nos clients. Donc, on a un SOC qui peut être intégralement managé, un peu moins, c'est en fonction de ce que demande le client et de l'expérience finalement qu'il y a avec lui en fait. En fait, le nerf de la guerre, et on l'identifie systématiquement dans le facteur clé, il y a 2 facteurs clés de succès dans la mise en place d'un SOC auprès d'un prestataire. Il y a la cartographie et la connaissance du contexte de nos clients. Nos analystes, et on avait eu l'occasion d'en parler sur l'intelligence artificielle ou sur d'autres choses, c'est qu'il faut qu'ils aient conscience de ce qu'il y a derrière l'asset. L'asset, ce n'est pas une IP. L'asset, ça peut être le PC qui est dans un bloc opératoire. L'asset, c'est peut-être le PC du commercial qui est à l'international, qui va aller de pays en pays et qui va se retrouver avec la base CRM en local sur son poste parce que la connectivité est faible. Donc, nos analyses sont systématiquement imprégnées de cette cartographie et de cette connaissance pour mieux maîtriser la réponse. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, le nerf de la guerre dans la transparence, c'est aussi le RACI. Donc, c'est l'étape 2 dans la mise en œuvre. C'est quel est le rôle et la responsabilité qu'on s'auto-alloue face à un incident. On va traiter 95% des actions en détection et en réponse à incident jusqu'à la remédiation. Et il y a 5% sur lequel on aura une validation de la part de notre client. On ne va pas s'amuser à aller modifier une configuration sur un firewall. Il y a beaucoup de clients qui ont mis des informations très sensibles dans l'AD. Eh ben, on n'ira pas forcément avoir accès à l'AD dans ces domaines-là. Donc, c'est cette personnalisation. Et donc, j'aime souvent à le dire, Sigma, on est fervent défenseur d'une approche personnalisée du SOC. Et on est vraiment à l'inverse du micro-SOC. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint un niveau de maturité et on doit aller vers un niveau de maturité qui fait que le micro-SOC ne correspond plus aux attentes de la plupart de nos clients aujourd'hui. Bon, quelques questions dans les 3-4 minutes qui nous restent. D'abord, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais l'apport d'une stratégie Zero Trust en fait, pour la conformité avec soit les normes ISO ou avec les réglementations européennes, NIS2 et DORA. Quel est cet apport en fait? Est-ce que finalement c'est une espèce de feuille de route pour arriver à la compliance en fait, si on reprend les différentes directives ou les normes à atteindre, DORA, NIS2, ISO 27001, SOC 2, etc., on voit bien, on l'a dit tout à l'heure en filigrane, que derrière les exigences, au-delà des aspects réglementaires sur les SI réglementés, HDS, ce genre de choses, il faut un guide, il faut l'adoption d'un framework. Donc on le voit, les statistiques montrent, les statistiques datent de 2023 et c'est nos confrères qui avaient sorti cette étude-là, il y a 61% des entreprises qui ont adopté le modèle Zero Trust comme guide et comme roadmap dans la façon de le mettre en œuvre. La deuxième question, c'est 6 mois après, 12 mois après, où en êtes-vous de votre niveau de maturité et d'appropriation? Le chiffre, il est terrible. 1% des entreprises se sentent matures et se déclarent matures dans leur mise en œuvre. Donc on voit bien que, il y a un défaut d'accompagnement, il y a un défaut d'appréhension peut-être aussi, c'est-à-dire qu'en interne, il faut mobiliser la gouvernance, il faut qu'on accompagne les RSSI et qu'on vulgarise. Et puis 3, c'est le Zero Trust, on l'a dit, c'est du long terme. Donc, c'est sensibiliser les moyens, mettre en œuvre les moyens de long terme. Et donc, au-delà du SOC, c'est cet accompagnement, cette conformité, se servir de ça. Et donc, l'objectif de NIS2, mais il est bien là, c'est que collectivement, on atteigne un niveau de maturité, un niveau de sécurité qui fait que, comme au moment du Covid, on aura tous atteint une immunité qui fera que, un soubresaut de cyberattaque, on vivra mieux avec. Mais on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui des statistiques comme celle-là. 1% d'entreprises se déclarent matures. Donc, ça veut dire qu'on a énormément de travail devant nous, et notamment sur les PME, les entreprises de taille intermédiaire. Et on ne parle même pas des collectivités territoriales qui sont face à des enjeux de budget. Donc, c'est le chemin de résilience pour la cybersécurité. C'est ça, précisément. C'est ça. Un mot de l'IA, parce que quand même, on ne peut pas ne pas parler de l'IA. Il y a de l'IA partout. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère en fait le Zero Trust dans une approche IA? On parlait vulgairement des bijoux de la couronne tout à l'heure dans son château fort. Le bijou de la couronne, c'est la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, aujourd'hui, au-delà de l'industrie qui a ses propres brevets ou ce genre de choses, pour 90% des organisations aujourd'hui, la propriété intellectuelle, elle est dans la data.
la data de sa base client, la data dans son modèle de business, etc. Donc c'est clé, c'est un pilier du Zero Trust, c'est évident. Aujourd'hui, avec l'essor de l'IA, l'hybridation, on a de la data partout. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est déjà une prise de conscience. Donc là, c'est plus trop le RSSI, notre interlocuteur, ça va être le DPO en charge de ces données-là. C'est la métrique, donc c'est des solutions qui sont directement liées au Zero Trust. C'est le Data Loss Prevention. C'est des solutions qui sont simples à mettre en œuvre, puisque qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont, à travers un agent, auditer l'intégralité de votre SI, cartographier les données, les taguer, données sensibles, données bancaires, données de santé, données confidentielles, et automatiquement vous faire une vision à 360 degrés. Et derrière, nous, en tant que SOC, on va traiter de la même manière en détection-réponse à incident, des mouvements latéraux sur les données, de l'exfiltration, un mauvais usage, et ça se gère. Et l'IA, le fait de partager un document à ChatGPT pour aller challenger son business plan ou scorer sa base client par rapport à certains éléments, c'est des éléments qu'on va voir, qu'on va bloquer systématiquement. Et donc effectivement, l'IA va nous donner beaucoup de travail. Aujourd'hui, ça nous simplifie notre travail puisque c'est un allié dans l'analyse et la détection. Par contre, c'est un ennemi à travers toutes les déviances de comportement. Et le Zero Trust, c'est le collaborateur et l'appréhension de ces enjeux-là au quotidien. Un tout dernier mot, Nicolas, vraiment une réponse en 10 secondes. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus ou moins matures aujourd'hui que vous voyez sur cette approche Zero Trust? Alors aujourd'hui, on peut citer forcément la banque assurance qui a depuis longtemps, et on voit bien Dora, soumis à Dora, on voit bien qu'il y a eu des choses. La confidentialité est un élément majeur. On voit bien que les laboratoires de santé, et plutôt la santé privée, ont mis ces choses-là. Le parent pauvre, aujourd'hui, ça va plutôt être effectivement les collectivités, ça va être surtout la santé publique, et puis la prise de conscience pour beaucoup de PME industrielles, parce que je vous rappelle quand même qu'on est au 4e rang mondial des pays les plus cyberattaqués, du fait d'un tissu économique très PME, voire TPE. Et donc, forcément, toute cette structure-là doivent prendre conscience que leur data, c'est le nerf de la guerre. Et donc, indirectement, le Zero Trust doit les protéger. Et on parle là de pérennité de ces entreprises, puisque malheureusement, les statistiques parlent d'elles-mêmes. C'est qu'on a beaucoup de cessation d'activité suite à des cyberattaques sur ces cibles-là. Si vous, comme moi, vous vous dites il parle bien ce garçon Nicolas Millet, vous pouvez le joindre directement via Sigma, ce sera assez facile, on vous trouve assez facilement. Merci beaucoup Nicolas Millet. Merci Bertrand. D'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir écoutés. On va conclure dans quelques secondes avec Philippe Leroy.